Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, quelqu'un qui proposerait de revenir justement un peu à l'état du droit de l'époque gaullienne se ferait de la même manière accuser en fait d'être un dictateur fasciste comme le général de Gaulle s'en était fait traiter aussi. Il n'y a pas de sujet sur lequel les Français eux-mêmes ne pourraient pas être appelés à faire valoir leur opinion. De fait, au nom de qui, au nom de quoi, pourrait-on opposer à l'ensemble du peuple français, souverain en son propre pays, qu'un sujet lui est inaccessible et qu'il lui est interdit de faire ses propres choix? Raphaël Doran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes énarque normalien, haut fonctionnaire et essayiste, et vous publiez Faire de la France une démocratie aux éditions Passé Composé. Pourquoi avez-vous écrit cela? Alors, il y a deux raisons, une disons quasi philosophique et une purement d'actualité. La première, c'est que moi j'ai une conception finalement très simple, très concrète de la démocratie, qui est la définition qu'en donnaient les Grecs de l'Antiquité, qui ont inventé le mot lui-même, donc le pouvoir du peuple, étymologiquement, qui est que c'est un régime politique, parmi d'autres, qui se caractérise par le fait que le peuple y est souverain, c'est-à-dire qu'il fait lui-même la loi. Donc à partir de là, je trouvais toujours étrange que des gens, aujourd'hui, disent à la fois qu'ils sont démocrates et en même temps que pour eux, la démocratie, c'est parfois ne pas laisser le peuple choisir, que le peuple n'a pas toujours raison, qu'il y a des choses qu'on doit rendre inaccessibles au vote populaire, etc. Parce que, effectivement, comme je l'ai dit, au nom de quoi exactement si vous êtes en démocratie? Ça peut se comprendre d'ailleurs du point de vue d'autres régimes. On pourrait très bien dire, après tout, on a une aristocratie, on pense qu'il y a un gouvernement des meilleurs, qu'il y a des gens qui sont plus propres à gouverner que d'autres. Ça se défend. Enfin, Aristote l'a défendu. Et voilà, et longtemps la démocratie n'a pas été le régime idéal, révéré par tout le monde. C'est très récent finalement c'est très récemment qu'on a commencé à mettre la démocratie sur un tel piédestal. L'autre raison qui est plutôt d'actualité, c'est que depuis la dissolution d'Emmanuel Macron, la dernière, il me semble, et je l'avais écrit dans une tribune dès après la dissolution, que le seul moyen d'action qu'il reste au président de la République, c'est justement le référendum. Il a une assemblée qui est bloquée, on voit bien qu'elle ne peut pas faire grand-chose de très efficace, parce qu'elle est divisée en trois partis qui ne peuvent pas faire d'alliance. Et donc, pour le président, s'il veut encore agir, s'il veut bouger, s'il veut faire des réformes, il n'a plus qu'un seul outil pour adopter des lois, c'est le référendum, qui est en plus en son pouvoir. Donc il peut tout à fait gouverner par référendum, comme le général de Gaulle l'avait fait, en l'utilisant quand même 5 fois, entre 58 et 69. Donc je me disais il y a un bon moment, en ce moment-là, pour rappeler ce que c'est que la démocratie, quel est l'outil qui permet de l'utiliser directement, et en quoi c'est utile pour débloquer l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors, vous soulignez la pertinence conceptuelle de ce que vous proposez, qui est une démocratie semi-directe, en ajoutant plus fréquemment des référendums. On reviendra sur votre solution. Et vous faites également l'éloge, vous l'avez fait là, de l'utilité précise dans le cadre dans lequel on est, qui est une assemblée bloquée et un pays difficilement gouvernable pour tout un tas de raisons. Mais remontons un peu dans le temps. Vous avez cité De Gaulle en disant qu'il avait fait 5 référendums lors de son temps au pouvoir. Ouais. Et vous donnez dans dans votre livre la suite du chiffre, qui est qu'on l'a utilisé que 5 fois depuis. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette réticence historique du référendum, qui ne date pas même de Gaulle, qui remonte bien avant, et comment s'est-il manifesté dans l'histoire française? Alors, c'est effectivement très ancien, en fait. D'abord, si on remonte avant même l'histoire de France, la démocratie a été combattue par beaucoup de philosophes politiques. Platon est un grand opposant à la démocratie, donc il ne faut pas imaginer que la démocratie a toujours été, comme je le disais, l'idéal absolu de la réflexion politique. Même chez les Grecs, encore une fois. Même chez les Grecs, absolument. Beaucoup de philosophes athéniens, en fait, sont hostiles à leur propre régime, à celui qu'ils considèrent comme finalement étant assez illégitime et détestable, alors qu'ils y vivent. Donc, d'une part, il y a cette idée-là, et avec souvent la notion que finalement le meilleur régime, c'est celui qui emprunte un peu à toutes les formes, donc un peu à la monarchie, un peu à l'aristocratie, un peu à la démocratie. Et un auteur comme Polybe, dans l'Antiquité, fait l'éloge de la République romaine, précisément en ce qu'elle mélange ces différentes formes de gouvernement. La modernité a un peu changé de perspective, parce que, alors, si on va à l'époque de la Révolution française, et des Lumières avant ça, on a l'idée
à la fois que la raison, les Lumières permettent justement à tout citoyen, en principe, d'être éclairé sur les choix politiques, mais en même temps, on est aussi conscient, ou en tout cas on se pense conscient, que en pratique, c'est pas le cas. Et que des révolutionnaires comme Sieyès, en 89, se disent, pour l'instant, clairement, les Français ne sont pas aptes à se gouverner eux-mêmes. Et donc les révolutionnaires, toujours inspirés d'ailleurs par cet héritage de la philosophie antique, ne proposent pas vraiment d'instaurer une démocratie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire superficiellement, la révolution, pour la plupart des révolutionnaires, c'est pas une manœuvre pour instaurer une démocratie en France, mais plutôt un régime représentatif qui, pour eux, n'est pas précisément une démocratie, puisque le peuple n'y gouverne pas par lui-même. Pas directement. Pas directement. Et même, certes, il y a des élections qui sont prévues pour avoir des représentants, mais même la population entière n'y participe non plus. Donc, il ne faut pas surestimer l'aspect démocratique de la Révolution française, sauf chez certains auteurs dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, à partir de là, naît une sorte de méfiance en France envers le principe du référendum, qui est accentué par les deux expériences impériales, puisque Napoléon Ier et Napoléon III utilisent le référendum qu'on appelle plébiscite pour appuyer leur régime, donc pour consacrer leur prise de pouvoir, ce qui évidemment pour les républicains semble être une sorte de contre-exemple. Et quand advient la Troisième République, la plupart de la classe politique se dit le référendum, en fait, c'est une pratique impériale, ou en tout cas qui mène à l'Empire, on n'en veut plus, donc on ne va jamais faire de référendum, et on a un régime qui est une sorte de parlementarisme absolu, total, où le Parlement n'a pas de maître, même le peuple, entre guillemets. Ouais. Donc on a ce régime-là qui en plus marche pas mal pendant plusieurs décennies, et donc ce qui fait finalement une sorte d'exception dans l'histoire de France, c'est le général de Gaulle. Il n'est pas tout à fait le seul, on pourra en parler, il y a quelques penseurs et hommes politiques avant lui qui avaient proposé de réinstaurer de la démocratie plus directe en France, mais en fait celui qui effectivement instaure une part de démocratie pure en France, c'est le général de Gaulle avec la constitution de la Ve République, qui prévoit donc l'usage du référendum et dont il fait usage, comme vous l'avez rappelé, 5 fois pendant son mandat, ses 2 mandats. Donc on a aujourd'hui cette constitution qui prévoit la possibilité d'un exercice démocratique du pouvoir, en parallèle du reste du régime qui reste en grande partie représentatif. Et le seul inconvénient, c'est que cette part démocratique, elle est en fait purement débitrice de la bonne volonté du président de la République. Et donc, depuis, comme vous l'avez rappelé, on l'a utilisé que 5 fois, et plus du tout depuis 20 ans, ce qui fait que la jambe démocratique du régime est un peu atrophiée aujourd'hui. Mais justement, une des tartes à la crème journalistique que vous avez dû, je pense, vous farcir pendant votre promotion, c'est que le référendum serait vicié ou contaminé par le fait que les gens répondraient à la personne plutôt qu'à la question, qui viserait un plébiscite. Ça a été connoté comme ça via De Gaulle et Napoléon, qui l'ont utilisé aussi pour cette fonction-là. Vous dites que non. Les gens, si on suit certaines conditions, savent distinguer la personne qui pose la question de la question en elle-même. D'ailleurs, c'est amusant parce que sous la Troisième République, on craignait le plébiscite comme étant un moyen d'asseoir la légitimité et le pouvoir d'un homme, alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. On craint le référendum parce qu'on a peur que ça fasse éjecter le président de la République, qui se verrait démentir par les Français. Mais en fait, effectivement, je trouve que cet argument, il est démenti par les faits, tout simplement. C'est que les différents référendums qu'on a connus depuis les débuts de la Ve République, je trouve, ne montrent pas que les Français ne répondraient uniquement qu'à la personne qui pose la question. Les meilleurs exemples, je trouve, c'est les 2 référendums sur la construction européenne, donc celui de 92 sur le traité de Maastricht et celui de 2005 sur le traité sur la Constitution européenne, où clairement, c'est les 2 périodes où on a eu les meilleurs débats de fond sur la construction européenne en France, d'ailleurs de bien meilleure qualité en termes d'échange d'arguments dans le débat public que même les élections européennes qu'on a connues avant ou après. Et quand on regarde rétrospectivement les débats qui ont eu lieu, on n'a pas du tout le sentiment que c'était un plébiscite pour ou contre François Mitterrand dans un cas, Jacques Chirac dans l'autre. C'était quand même très secondaire, en fait, la personne du président de la République. Et alors que, évidemment, surtout ce que je trouve très drôle, c'est qu'on nous dit ça pour le référendum, on ne nous oppose pas cet argument pour l'élection présidentielle ou législative, alors que là, il s'agit littéralement de voter pour quelqu'un. Donc, en fait, ça qui est drôle, c'est qu'une grande partie des arguments qu'on oppose au référendum sont encore plus opposables à toutes les autres élections, alors qu'on ne le fait jamais. Enfin, les mêmes personnes qui ont cet argument ne remettent pas en cause l'élection des parlementaires. Alors le modèle qui est pour vous modèle à imiter, c'est le modèle d'Athènes,
Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans les spécificités du modèle athénien que les gens pensent connaître sans réellement connaître? Et ensuite, deuxième question à la suite de cela, n'y a-t-il pas une difficulté d'échelle? Vous soulignez le fait que le corps électoral français, c'est 50 millions de personnes. Ça n'a rien à voir avec la quantité de personnes à Athènes. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème, je dirais, d'homogénéité du corps social, de cohésion des gens, on a une France de plus en plus archipélisée, comme le fait remarquer Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il n'y a pas des risques à transposer quelque chose qui est un échelon assez local par rapport à aujourd'hui, à ce que l'on a aujourd'hui? Alors d'abord, c'est une aspiration plutôt théorique Oui. et principielle qu'une adaptation telle quelle de la constitution athénienne, disons, à la France moderne. Effectivement, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que c'est une vraie expérience de démocratie au sens propre. Donc, les citoyens eux-mêmes font les lois. Ils le font en se réunissant physiquement, donc sur la fameuse colline de l'Apnix à Athènes, où l'Assemblée vote les lois, avec d'ailleurs un point intéressant, parce qu'on parle souvent d'Athènes, et notamment de la démocratie athénienne avec son tirage au sort pour justifier les expériences de tirage au sort aujourd'hui dans des conventions citoyennes. C'est Étienne Chouard qui le proposait notamment. Alors, il y a aussi des philosophes comme Étienne Chouard qui parlent beaucoup du tirage au sort. Et je trouve que, en tout cas dans le cas des conventions citoyennes tirées au sort, c'est une sorte de contresens sur ce que faisaient les Athéniens, qui n'était pas du tout de choisir au hasard des citoyens pour décider ensemble des futures lois ou de la direction dans laquelle le pays doit aller, ce qui était un peu l'esprit, par exemple, de la Convention citoyenne sur le climat, où l'idée c'était de définir des propositions pour la politique écologique de la France. Et non, les Athéniens tirent au sort, en fait, les magistrats, on dirait même les fonctionnaires aujourd'hui. Et l'état d'esprit des Athéniens, c'est d'éviter que quiconque puisse monopoliser le pouvoir par le biais de tel ou tel poste, et donc de faire à la fois tourner les nominations à des postes clés du gouvernement et tirer au sort pour que personne en fait ne puisse en faire une carrière et avoir une stratégie pour occuper justement ces positions de pouvoir. Donc le tirage au sort est justement en fait une manière d'éviter la cohérence en fait d'un parcours, mais ça marche parce que précisément les vraies lois elles sont faites directement par les citoyens qui sont tous rassemblés, donc ni sans représentants et sans tirage au sort. C'est pour ça qu'il y a une vraie cohérence. Alors évidemment l'exemple athénien, il ne fonctionne pas en France dans la mesure où on ne va pas rassembler tous les citoyens français sur une colline tous les dimanches. Ce qui posait d'ailleurs, même le rythme d'ailleurs, était un problème même à Athènes, même dans une petite cité, quelques dizaines de milliers de citoyens quand même, en fait c'est déjà un peu trop pour que tout le monde s'en préoccupe en permanence, et on sait que les Athéniens devaient par exemple faire passer des cordes parfois dans les rues pour ramener les citoyens à l'Assemblée, pour aller les pousser à aller voter, sinon il y avait de l'abstention comme aujourd'hui. En fait. C'est une méthode forte quoi, pour lutter contre l'abstention. Exactement, plus compliqué à faire dans tous les villages de France. Mais donc évidemment il faut adapter à la démocratie à la taille du pays, mais on a un autre modèle qui montre que c'est tout à fait faisable, c'est la Suisse. Parce que là, la Suisse, on est quand même dans un ordre de grandeur par rapport aux cités grecques, qui est beaucoup plus proche des nations modernes comme la France. Vous citez Taïwan, les États-Unis et la Suisse. Exactement. Les États-Unis, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont moins connus comme étant des exemples de démocratie directe, alors que les États américains, en tout cas une partie d'entre eux, pratiquent beaucoup le référendum en fait. Mais donc, aujourd'hui, on a des exemples qui montrent que ça peut fonctionner à grande échelle, et surtout, on a déjà en France un outil qui est le référendum, qui est une sorte d'adaptation très chirurgicale de la démocratie directe, dont en fait on sait que ça marche. On l'a déjà pratiqué, on l'a utilisé sur des choix très importants, on peut très bien l'utiliser plus souvent. Oui, et on voit d'ailleurs que ça marque assez clairement l'opinion, parce que quand on dit 2005, les gens globalement savent de quoi on parle. Ouais. Si je vous donnais une date de municipale, vous ne sauriez même pas de quoi je parle. Et les gens en général qui nous écoutent, c'est des débats qui cristallisent un pour et un contre assez clair par rapport à un vote pour des partis. Comme vous le faites remarquer, un vote pour un parti n'est jamais tout à fait clair, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans un programme. On ne sait pas très bien comment les gens ont hiérarchisé. Ensuite, avec tout l'aspect numérique, les candidats peuvent de plus en plus hiérarchiser selon la tête du client à laquelle ils parlent. Alors que là, avec un référendum, on a un pour et un contre sur un sujet très clair, et donc un mandat derrière qui est très clair. Et malgré tout, ce sujet est difficile à mettre sur la table. Et vous avez une façon de le rendre un peu plus, je dirais, présent que simplement d'attendre que le président utilise les articles qui sont prévus à cet effet dans la Constitution, parce que manifestement, comme on le fait remarquer 5 fois depuis De Gaulle, 5 fois pendant De Gaulle, il y a quand même une baisse de popularité du référendum. La proposition serait la suivante. Je précise que c'est l'une d'entre elles. Tout groupe représentant un quart des députés pourrait, une fois par an chacun, soumettre une proposition de loi à référendum. Le référendum aurait lieu soit en même temps que la prochaine élection présidentielle, législative ou locale, déjà prévue,
s'il y en a une dans l'année qui vient, soit lors d'un scrutin dédié s'il n'y a pas d'élection dans les 12 mois à venir. En quoi est-ce pour vous la façon d'enclencher une mécanique qui fasse en sorte que les référendums soient plus fréquents? Alors l'idée, c'est effectivement de dépasser cette impasse où on a le président qui est le seul en pratique à pouvoir déclencher un référendum et qui ne le fait pas pour une raison d'ailleurs que j'ajoute à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la réticence du personnel politique à utiliser le référendum, qui est le précédent laissé par le général de Gaulle en 69, puisque le général de Gaulle avait à ce moment-là explicitement dit « si les Français me disent non, je partirai ». Oui. Et depuis, même si un président comme Chirac n'est pas parti après 2005, mais il y a quand même un peu ce... de mettre son siège en jeu. Voilà, il y a cette idée que si on ne met pas son siège en jeu, on est un peu lâche, ou en tout cas on ne respecte pas exactement le code implicite. Je pense qu'il faut casser cette notion-là, parce que sinon on ne peut pas attendre de tous les présidents à venir qu'ils aient la même grandeur d'âme à la roulette russe électorale. Et qui jouent à la roulette russe exactement à chaque fois qu'ils déclenchent un référendum, sinon en pratique on n'en aura plus. Donc il faut, casser cette relation-là, et ensuite aussi donner un moyen à d'autres acteurs que le président de déclencher un référendum. Alors il y a la question du fameux RIC, vous savez, le référendum d'initiative citoyenne, dont on avait beaucoup parlé pendant les Gilets jaunes. Le seul vrai consensus d'ailleurs d'un groupe éparse qui était les Gilets jaunes, c'est intéressant. Absolument, où je ne suis pas hostile en principe, mais la difficulté c'est de trouver le bon seuil par exemple, de signatures qu'il faut réunir pour pouvoir déclencher la proposition. Il faut aussi savoir comment est rédigée la proposition de loi, parce qu'il faut toujours se souvenir qu'un référendum, en tout cas tel qu'il est conçu en France, c'est pas une question à laquelle on répond comme ça pour avoir un avis, c'est un projet de loi ou une proposition de loi qu'on approuve ou qu'on rejette. Donc en fait c'est une réforme derrière. Donc comment pour le RIC concevoir ce projet de loi, comment ensuite mettre le bon seuil pour pas qu'on ait n'importe quoi qui passe non plus, ou que ce soit impossible inversement. Donc toutes ces questions-là me paraissent assez difficiles, alors qu'il y a une solution qui me paraît plus simple, c'est de donner aux parlementaires, et notamment aux députés, donc c'est la proposition que je fais, de déclencher eux-mêmes un référendum. Comme ça, il y aura un jeu qui se produit entre le président et sa majorité et une opposition substantielle, chacun pouvant dire à l'autre, en quelque sorte, si tu ne fais pas un référendum là-dessus, moi je le ferai. Et ce sera ma proposition de loi qui sera proposée. Donc l'idée, c'est de les mettre un peu en joue l'un envers l'autre pour utiliser cette procédure. On peut toujours discuter après du nombre de députés qu'il faudrait, d'inclure les sénateurs ou pas, du timing aussi. Je propose d'avoir une sorte de plafond temporel pour pas qu'on en ait tous les 15 jours non plus. L'idée, c'est de pouvoir cumuler ça avec d'autres élections, ce qui se fait beaucoup en Suisse ou aux États-Unis. Lors des élections présidentielles américaines, souvent les électeurs sont appelés aussi le même jour à voter sur des référendums. Je trouve que ce serait pas mal pour éviter, même par simplicité en fait, pour que les gens n'aient pas à se déplacer trop régulièrement pour aller voter. Donc si on avait ça, clairement, il y a plein de sujets qui aujourd'hui n'ont jamais fait l'objet d'un référendum, qui arriveraient beaucoup plus rapidement dans les urnes devant les Français. Et ça, c'est ce qui manque énormément aujourd'hui. On pourra peut-être reparler du sujet tout à l'heure, sachant qu'il y a une autre proposition que je fais qui va avec celle-ci, qui est d'élargir le champ juridique des sujets qui peuvent être soumis à référendum, puisque aujourd'hui, la Constitution, dans son article 11, balise de manière assez restrictive ce qu'on peut proposer aux Français comme type de réforme. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Et vous laissez entendre lors d'un passage que le Conseil constitutionnel, dans sa lecture de ce qu'un référendum pourrait appliquer, pourrait mettre en place, est anticonstitutionnel, ou en tout cas par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, où le peuple est jugé souverain. Vous dites que le Conseil constitutionnel balaye en fait un élément assez central de notre déclaration de 89. Alors d'ailleurs, il y a même une discussion juridique à avoir sur la question de savoir si le Conseil constitutionnel est vraiment compétent pour contrôler la nature de la question ou du projet de loi qui est soumis à référendum. C'est pas si certain. Le général de Gaulle s'en est servi d'ailleurs du référendum de manière peut-être anticonstitutionnelle en 62, quand il a fait une réforme de la Constitution sans utiliser l'article prévu pour la réforme de la Constitution. Oui. Je ne rentre pas dans le détail juridique. Et le Conseil constitutionnel n'avait pas pu en fait, contrôler ça. Donc on pourrait se demander, il y a un constitutionnaliste comme Bertrand Mathieu qui a fait un article récent pour dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de raison de penser que le Conseil constitutionnel pourrait s'opposer à un président qui voudrait tout d'un coup déclencher un référendum, par exemple sur l'immigration. Mais bon, je propose quand même de clarifier les choses pour que ce soit moins ambigu que ça n'est aujourd'hui. Et effectivement, la logique veut que un projet de loi
adoptés par référendum ne puissent pas être soumis à un contrôle de constitutionnalité, parce que le souverain, enfin, le peuple exprime la volonté générale, c'est lui qui est le souverain, et au même titre en fait qu'il est constituant. Donc on ne voit pas là non plus au nom de quelle légitimité le Conseil constitutionnel pourrait dire au peuple souverain que là il s'est trompé sur sa propre interprétation de la Constitution, en un sens. Donc clairement, finalement, le seul corps à qui on ne peut pas mettre de limite dans ce qu'il peut faire politiquement, c'est précisément le peuple. C'est ça le principe même de notre régime tel qu'il est exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme. Et comment expliquez-vous ce grignotage dans la durée de la partie démocratie dans la formule démocratie libérale? C'est-à-dire que on a eu l'occasion d'en parler ici plusieurs fois sur cette chaîne. Quand on enseigne aujourd'hui la question de la démocratie comme régime en sciences politiques dans beaucoup d'universités françaises, on vous dit qu'il y a une conception populiste, c'est le terme qui est utilisé, de la démocratie, où on insiste sur la souveraineté du peuple, et ensuite il y a la démocratie libérale, qui est la vraie et la bonne, dans laquelle il y a les droits et le droit, voire même l'expansion du droit, qui est une sorte de trajectoire à suivre, qui est proprement démocratique et bonne. Et la partie populiste, entre guillemets, est ajoutée quasiment comme une note de bas de page, un peu malheureuse, mais on ne peut pas tout à fait faire sans. Comment expliquer pour vous cette dynamique où les différents conseils ont grignoté progressivement la part souveraine du peuple et plus largement, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de retour de bâton du résultat de l'élection de 2005, où il y a eu une sorte de déception d'une part des élites dans le résultat? On se souvient que, je crois que François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient fait une ensemble dans un magazine pour faire la promotion du oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour de bâton où un peuple échappe à une trajectoire et derrière on cherche à réencadrer par le droit la mauvaise direction prise? Je pense que c'est plus ancien que ça. En fait, il y a une sorte de confusion quand on dit démocratie libérale. Ça paraît être une sorte d'attelage logique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Le libéralisme s'oppose en grande partie à la démocratie. Après, on peut se fixer comme objectif de trouver un équilibre entre les deux têtes. Mais les têtes 50-50. Voilà, mais les têtes ne vont pas ensemble. En fait, c'est un char qui part dans deux directions, part dans deux directions différentes. La démocratie, c'est d'abord donc, le pouvoir du peuple, et donc le pouvoir de la majorité, puisque c'est la seule manière de trancher en démocratie. Et donc ça veut dire que le peuple peut faire ce qu'il veut, y compris prendre des décisions relativement agressives ou déplaisantes. La démocratie athénienne n'était pas spécialement ni douce ni humaine avec ses adversaires et a été impérialiste, conquérante et hostile à beaucoup d'autres cités grecques, qui en avaient peur en fait. Parce que la démocratie est un régime dangereux en certain sens. Le libéralisme, tel qu'il naît au XVIIIe et au XIXe siècle, lui pense à l'individu, donc à la protection de ses droits fondamentaux, qui sont en fait pas vraiment présents dans la définition de la démocratie à l'origine. Et forcément, la grande peur des penseurs libéraux au XIXe siècle, c'est justement, au contraire, c'est la démocratie. Quand Tocqueville parle de la tyrannie de la majorité, du risque que les individus ou les minorités se fassent opprimer par les majorités, il ne dit pas que la démocratie, c'est de protéger les minorités. Il dit au contraire que c'est un danger de la démocratie que d'opprimer précisément ceux qui ne feraient pas partie de la majorité. Donc, le libéralisme s'est construit par une sorte de, pas forcément par hostilité, mais en tout cas une sorte de réaction en fait à la logique démocratique. Mais en même temps, après la fin des monarchies de droit divin, on avait aussi beaucoup plus de mal à trouver un fondement philosophique, un principe sur lequel établir la légitimité d'un régime. Et donc le seul qui convenait, le seul qui fonctionnait encore, c'était précisément de dire que en fait, la souveraineté vient du peuple. 50+1. Voilà. Et donc on a essayé de faire en sorte que le libéralisme puisse être dit démocratique, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'il était autre chose. Au nom de quoi, finalement, encore une fois. Et donc on a essayé de mélanger les deux, mais pour moi, c'est une sorte d'arnaque dans les concepts. En fait, ça ne va pas vraiment ensemble. C'est un équilibre. On peut admettre qu'il s'agit d'un équilibre et d'un compromis, plutôt, auquel je suis favorable, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir une démocratie absolutiste non plus. Mais je suis aussi assez hostile à ceux qui veulent faire croire que la démocratie, c'est absolument empêcher la majorité de faire ce qu'elle veut. Parce que c'est vraiment pas le cas. Bien sûr. Alors après, si on veut insister à l'inverse sur les points de cohérence entre démocratie et libéralisme, on va dire que plutôt libéralisme ici économique, au même titre que l'individu dans un supermarché peut sans contrainte venir avec d'autres agréger des préférences dans une certaine direction purement quantitative. Donc tel produit devient populaire parce que les masses le suivent. Il y a un peu cette même logique et beaucoup de libéraux plutôt début du XXe théorisent un peu une démocratie dans ce sens-là où
on vend des candidats comme on vend sur un marché, on agrège des préférences, et à la fin, quantitativement, celui qui domine est élu, et c'est la façon la moins coercitive de faire société, que ce soit sur le plan économique, que sur le plan politique. C'est vrai, d'abord il y a clairement cette idée-là, et aussi avec l'idée que la démocratie a besoin au moins d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Tout à fait. Parce que sans la démocratie repose évidemment sur la possibilité de délibérer ensemble pour savoir donc de s'exprimer. Donc de s'exprimer. Et si on est censuré, si on a des limites à ce qu'on peut dire, ça rend la démocratie beaucoup moins efficace, tout simplement. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a aussi un point de jonction avec le libéralisme. Et l'autre chose aussi qui est importante à rappeler, c'est que même si on peut ne pas être en démocratie et ne pas être en dictature. Oui. La démocratie s'oppose à la tyrannie, classiquement, et le libéralisme s'oppose aussi à la dictature, au totalitarisme. Donc en fait, du point de vue, disons, des régimes autoritaires, la démocratie et le libéralisme sont plutôt dans le même camp face à, disons, la Russie ou la Chine aujourd'hui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le même type de régime et qu'il n'y a pas des compromis à trouver entre les deux. Si on pourrait s'amuser à faire une petite expérience de pensée où nous serions... c'était une des règles d'ailleurs de la politique de Robert Conquest, partir du principe que toute bureaucratie... La meilleure façon d'expliquer le comportement d'une bureaucratie, c'est de partir du principe qu'elle est tenue par une cabale de ses pires ennemis. C'est assez amusant. Et mettons qu'on fasse partie de cette cabale au sein d'une bureaucratie, ici, qu'elle soit nationale, comme le Conseil constitutionnel, ou supranationale, comme la Cour européenne des droits de l'homme. Le pire conseil qu'on pourrait leur donner, me semble-t-il, c'est, si vous prenez une cocotte minute qui a une température en dessous qui ne cesse d'augmenter. En l'occurrence, il y a plusieurs sujets, mais notamment la question migratoire et sécuritaire. Le pire conseil à leur donner, me semble-t-il, au vu de leur propre survie intéressée dans la durée, ce serait de continuer à fermer le haut de la cocotte à double et à triple tour et de continuer à censurer et retoquer des éléments de loi qui ont été votés, notamment sur la loi immigration récemment, parce que s'opposer frontalement à un désir majoritaire croissant et puissant, c'est la meilleure façon d'avoir une élection d'un populiste vraiment, pour le coup, agressif dans son rapport à la loi, qui ferait fi intégralement de ces structures-là et qui n'aurait même plus rien à faire du droit potentiellement tout court. Est-ce que ce ne serait pas justement là, le pire conseil à leur transmettre ? Si, d'ailleurs, c'est évident pour moi que l'absence de démocratie directe, l'absence de référendum sur beaucoup de sujets a conduit à la montée du populisme et de partis radicaux en Europe. Plutôt que d'ouvrir un peu la valve en haut de la cocotte. Oui, et puis c'est aussi qu'il y a des partis qui montent précisément parce qu'il y a des sujets qui sont tout simplement pas traités. Et donc évidemment, si jamais le référendum permet de les évacuer, il n'y a plus de raison ensuite que ces partis aient du succès. En Suisse, c'est quand même pas l'équivalent des questions qu'on se pose aujourd'hui sur la montée du Rassemblement national, etc. Ça me paraît mécaniquement évident que, disons que les partis politiques extrêmes ne montent pas comme ça dans une sorte de vide conceptuel, de vide programmatique. C'est parce qu'il y a des sujets qui existent et qui n'ont pas été réglés par les partis traditionnels qu'ils arrivent et qu'ils en profitent. Mais si jamais le référendum, comme je pense que c'est le cas, peut les régler, on n'aurait même plus à se poser la question. Donc clairement, il y a ce phénomène-là. Ensuite, sur le rôle des cours en particulier, je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est évidemment la stratégie qu'il faudrait adopter de leur point de vue. Mais je ne pense pas qu'elles aient une stratégie, en fait. Je pense que c'est vraiment des décisions qui se font au cas par cas. Et c'est un peu le problème, d'ailleurs, c'est qu'elles appliquent des textes qui souvent sont très vagues dans leur expression. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est en fait un programme philosophico-politique rédigé assez vite d'ailleurs en 1789 et qui n'a jamais été pensé pour être d'application stricte juridique. Mais donc on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut, et c'est normal, c'est vague et ça s'interprète. Ça s'interprète, exactement, de manière très large. Et donc quand vous avez une institution qui depuis 1971 s'est donnée pour but de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport notamment à un texte comme celui-ci, pour ne pas parler d'autres textes applicables, évidemment, ça va donner lieu à toutes sortes d'interprétations qui ne sont pas forcément conformes à la volonté ni du Parlement d'ailleurs, ni du peuple, mais en même temps, on a laissé faire aussi ces situations-là. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une stratégie de la part, par exemple, du Conseil constitutionnel. Je crois que c'est juste au cas par cas, ils se sont donnés des outils qui font que maintenant ils les utilisent et que ça ne peut pas aller vraiment dans d'autres directions que justement cette interprétation toujours un peu imprévisible, parce que c'est la nature du texte qu'il veut. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible, si on voulait s'amuser à se faire peur d'un retour de boomerang où un excès remplacerait l'autre,
que dans les prochaines années, un candidat, quel qu'il soit en France, pourrait avoir envie d'avoir un rapport au droit intégralement décomplexé et potentiellement tyrannique, et de se débarrasser de toutes ces structures-là d'un coup de crayon. Est-ce que vous pensez que le peuple français serait de nature à accepter cela? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se mette en place? Et est-ce que c'est une potentialité qui vous inquiète? Je ne sais pas qu'elle m'inquiète parce que je pense pas que ça. Alors, ça dépend de la configuration à laquelle on pense. Oui, bien sûr, là je fais un peu de politique fiction, évidemment. Je ne pense pas qu'on aurait par exemple un candidat qui ne respecterait pas l'état de droit au sens où il demanderait à ses propres fonctionnaires de violer la loi, de violer les décrets, de ne pas respecter les engagements internationaux, sans prendre la peine avant de changer lui-même l'état du droit. Voilà. Ça, je ne pense pas que ça arrivera parce que si quelqu'un essayait de faire ça, en fait, l'administration ne suivrait pas. Je pense qu'on a aujourd'hui une tradition quand même de loyauté. De serviteurs de l'État. Voilà, des serviteurs de l'État qui fait que si on demande à un préfet aujourd'hui de ne pas appliquer la loi, il ne le fera pas. Enfin, à un moment, il y aura une résistance très très forte de la part de l'administration. Donc je pense que ça ne se produirait pas comme ça. En revanche, l'autre éventualité, c'est que quelqu'un dise effectivement, on va réécrire quand même un peu de zéro maintenant la hiérarchie des normes, pour le dire avec le bon terme. Et ça dépend vraiment comment c'est fait. Si ça donne lieu à quelque chose qui effectivement ne respecte pas les principes même de l'état de droit pris dans un sens très restreint de l'État s'engage à respecter ses propres promesses, entre guillemets, ses propres contraintes juridiques, ça pourrait être dangereux. Mais en même temps, si c'est juste, entre guillemets, revenir à l'état du droit en 1970, par exemple, ce qui serait déjà un très gros changement par rapport à aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup changé de nature, en fait, de régime quasiment, de ce point de vue-là, depuis 1970. Je pense que ce ne serait pas du tout une catastrophe. Non, ce ne serait pas bien sûr. Et même si ce serait une sorte de révolution. Parce qu'après tout, en 1970, c'est pas la dictature. Donc, non, bien sûr. Et c'était quand même un moment où on avait des marges d'action, de manœuvre énormes. Je m'étais dit récemment, ce serait un article intéressant à faire, tout ce qu'on a fait en termes, par exemple, de programme nucléaire dans les années 70, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je suis même absolument certain que juridiquement, on pourrait pas le faire aujourd'hui. Ou que ça prendrait 30 ans de plus pour faire ce qu'on avait fait en 5-10 ans. Et ce serait assez amusant de pouvoir comparer, de faire une sorte de mise en parallèle de ce qui existait comme réglementation et comme contrainte juridique pour un gouvernement qui voulait faire une réforme aussi importante que le plan Messmer et l'introduction du nucléaire en France, par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ou ce qu'on ne pourrait pas faire. Et vous avez une phrase que vous mettez en fin d'ouvrage qui c'est assez rare de la trouver telle qu'elle, je dirais. Si nous avons aujourd'hui l'impression que les démocraties sont faibles, c'est parce que nous avons associé l'idée de démocratie à celle de contre-pouvoir. Un trop-plein de contre-pouvoir fragilise nécessairement la capacité d'action. C'est assez rare qu'on assume dans l'espace public qu'on a une démocratie qui souffre d'un trop-plein de contre-pouvoir. On passe une grosse partie de notre temps à s'inquiéter de l'absence de contre-pouvoir ou de la faiblesse des contre-pouvoirs en place. Deux questions en une là aussi. Au vu de ce que vous nous dites sur le programme nucléaire français, est-ce qu'on n'aurait pas dit de Gaulle qu'il ne respectait pas l'état de droit s'il existait aujourd'hui, entre guillemets? On le disait déjà à l'époque. C'est vrai. Il a été traité de dictateur. Oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai, bien sûr. Enfin, de Gaulle a rencontré une hostilité à la fois d'ailleurs d'opposants politiques et même d'une grande partie des journalistes qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, en fait, tellement il est devenu consensuel. Mais c'est ça qui est intéressant. Complètement consensuel. C'est-à-dire que sur le coup, il y a des haut-le-cœur et une grande manifestation à l'encontre de ce qui est fait. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on a un peuple qui juge plus un peu le résultat politique que les formes et si ça a été signé en dessous de la ligne juridiquement, quoi. Oui, puis même, bon, il y a toujours des procédures un peu trop compliquées, des tracasseries administratives, mais De Gaulle n'a rien fait d'illégal. Bon, sur la transition de régime, c'est toujours, toujours flou, un moment flou, juridiquement. Et même la question de 62, donc du fameux référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, où il a utilisé l'article qui n'était pas forcément le plus adapté juridiquement pour le faire, n'empêche que dans l'esprit de la Constitution, rien ne l'empêchait de le faire. Donc, je dirais pas que le général de Gaulle n'a pas méconnu l'état de droit. Simplement, il a donné l'impression, parce qu'il dérangeait beaucoup, parce qu'il prenait des décisions qui vraiment tranchaient avec l'inaction de la classe politique précédente. Évidemment, il y a eu
des oppositions très farouches contre lui, principalement au début sur la guerre d'Algérie, forcément, sur l'indépendance de l'Algérie, ensuite sur d'autres décisions, sur la bombe nucléaire, sur plein d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, quelqu'un qui proposerait de revenir justement un peu à l'état du droit, mutatis mutandis, de l'époque gaullienne, se ferait de la même manière accusé en fait d'être un dictateur fasciste, comme le général de Gaulle ça a été fait traiter aussi. Mais même sur le référendum, d'ailleurs, pour revenir à ce sujet-là, le général de Gaulle lui-même était conscient d'être quasiment le seul à défendre le référendum dans la classe politique, tous les autres étant hostiles à cette idée-là. Oui, parce que le précédent, c'est le général Boulanger. Alors, un de ceux qui en avait parlé auparavant, c'était le général Boulanger. D'ailleurs, un peu dans l'indifférence générale. Même ses opposants n'avaient pas tellement relevé qu'il en parlait. Non, mais après, il y avait eu d'autres. Il y avait André Tardieu, qui est un ancien président du Conseil, qui avait fait un petit ouvrage où il défendait beaucoup de principes constitutionnels qui allaient inspirer le général de Gaulle pour la Ve République, et en particulier le référendum. Donc il y a eu quelques personnalités en fait pré-gaulliennes qui avaient déjà défendu le référendum avant, mais elles étaient assez minoritaires sous la Troisième. Parce que pour le coup, vous parlez de la Suisse, c'est peut-être une des grosses différences entre nous et eux, c'est qu'on a quand même culturellement une vraie attente de l'homme fort. On a parlé de la monarchie républicaine avec la Ve République, d'une figure quand même en haut. Tandis que je dirais que le populisme pur jus, en quelque sorte, c'est une sorte de corps qui ne veut pas de tête. D'ailleurs, on l'a relevé plusieurs fois sur la chaîne, mais pendant les Gilets jaunes, qui était un moment de soif de démocratie directe assez clair, on a dit que le seul vrai consensus parmi la myriade de propositions et de fragmentation au sein du mouvement, c'était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. RIP le RIC, comme on dit, qui est mort de sa belle mort, qui n'a pas eu lieu en tout cas pour l'instant. Mais néanmoins, là où le mouvement n'a pas débouché sur grand-chose, c'est que dès qu'une tête commençait à vouloir incarner le corps et le représenter, elle a globalement été tranchée. Enfin, rien de catastrophique, mais à partir de 10 plateaux, le porte-parole était déjà un petit peu suspect et globalement disparaissait dans autre chose. Est-ce que c'est pas une des vraies différences entre la Suisse et la France dans le rapport à la démocratie et notamment le rapport au pouvoir ? Si, probablement, mais je dirais que c'est pas incompatible. Encore une fois, il s'agit d'un régime mixte où on a une part monarchique. Oui. Je pense qu'on ne la perdra pas. On l'a eu assez longtemps et maintenant ça fait partie du paysage. Mais elle s'accommode assez bien en fait de l'existence aussi de la part démocratique. C'était le cas dans le régime romain aussi. Les consuls sont des sortes de rois à côté des comices qui eux sont la part démocratique. Et le fait qu'aujourd'hui la Constitution laisse justement au président l'initiative du référendum, ça montre aussi cette sorte de jeu spécifiquement français, en l'occurrence, entre les deux. Et dans l'esprit du général de Gaulle, c'était vraiment pour d'ailleurs passer au-dessus de la tête des partis, de ce qu'il appelait le régime des partis, qui eux étaient incapables de se décider et en fait incapables de représenter la volonté générale. Parce que le grand problème qui se pose, c'est comment faire en sorte que les représentants, le Parlement en particulier, soit effectivement un bon représentant de ceux qui l'élisent. Et le problème de la Troisième République, ça avait été remarqué par un juriste de cette époque qui s'appelait Carré de Malberg, c'est qu'en fait, comme il n'y avait aucun contre-pouvoir au Parlement, même le peuple ne pouvait pas faire obstacle à la volonté du Parlement, qui était pourtant censé exprimer la volonté générale. Et donc, une des solutions, en fait, Carré de Malberg disait, il y a 3 solutions à ça. C'est soit on fait un exécutif plus fort contre le Parlement, donc c'est une partie de ce qui fait la Ve République, d'ailleurs, finalement, pour avoir une sorte de contre-pouvoir, mais le problème, c'est si jamais il y a un affrontement entre les deux, comment vous tranchez entre les deux parties. La deuxième option, c'est de faire justement un contrôle de constitutionnalité, donc de mettre une Cour suprême ou un Conseil constitutionnel au-dessus du Parlement pour lui dire ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Mais le problème, c'est encore une fois, quelle légitimité, enfin, au nom de quoi est-ce qu'il va pouvoir empêcher le Parlement, qui est quand même censé exprimer la volonté générale, de faire ce qu'il veut, d'adopter les lois qu'il veut. Et troisième option, donc, c'est d'avoir le référendum comme une sorte, non pas de modalité de gouvernement pour absolument toutes les lois en permanence, mais comme une manière de contrôler ou de vérifier à intervalles réguliers sur des sujets importants que le Parlement représente effectivement ce que veulent les Français et les citoyens. Et c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'utiliser, en tout cas c'est comme ça que le général de Gaulle l'a utilisé, quand pour la guerre d'Algérie, il arrive en 1958 avec l'idée qu'il va garder l'Algérie française, quand ensuite il change d'avis et qu'il devient favorable à l'indépendance de l'Algérie, il fait quand même 2 référendums pour faire valider ce choix ou ce changement de position par les Français. Une manière de vérifier qu'effectivement, les Français soutiennent toujours celui qu'ils ont élu. Et ça, c'est la dynamique président-peuple marche assez bien de ce point de vue-là, alors que les parlementaires peuvent avoir un intérêt de corps, disons, à pas trop s'en servir.
Et c'est pour ça aussi, comme le président peut être amené à ne jamais s'en servir quand même, comme on le voit aujourd'hui, que je propose de donner le pouvoir aux deux de manière à ce qu'ils se renvoient la balle et qu'ils finissent par être obligés, par la pression réciproque, de faire appel de temps en temps au peuple pour vérifier qu'on va dans le sens que veulent les Français. Et là où votre solution donc, d'une dose de démocratie directe ajoutée à notre 5e République, parce que vous n'êtes pas pour la 6e République. Non, je ne pense pas qu'il y ait besoin de changer tant de choses que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Votre livre commence par dire que nous ne sommes pas en démocratie, et à la fin on est soulagé de dire que la révolution à faire sera légère constitutionnellement parlant. Mais là, votre solution s'applique particulièrement bien au moment que nous traversons spécifiquement en France. C'est que premièrement, on l'a mentionné en passant, on a une tripolarisation qui est assez inédite, de blocs relativement homogènes quantitativement entre RN et alliés, le bloc central, vieillissant mais quand même très présent encore, et le bloc NFP, alors qui jure ses grands dieux de ne plus vouloir s'allier avec la France insoumise. Je suis sceptique, on attendra les prochaines élections. Mais donc dans ce contexte-là, qui est assez inédit, avec un système à 2 tours, c'est très très difficile d'avoir une sorte de majorité stable. Et donc, si on veut pouvoir continuer à faire de la politique et de faire passer des lois malgré ça, c'est une solution. En plus de ça, j'ajouterais que dans un contexte où la classe politique, c'est un euphémisme, connaît un désamour puissant du côté des Français, ça permet de continuer à faire de la politique malgré les politiques et malgré la relation des Français aux politiques au pluriel, de faire de la politique avec un P majuscule et donc de continuer à entretenir un lien entre les Français et la politique malgré la classe. Et ce, d'autant plus que là où les partis politiques sont divisés sur plein de questions et sont incapables donc de se mettre d'accord entre ces trois partis, les Français, eux, sont très d'accord sur plein de sujets et ils le sont massivement. En fait, c'est ça qui est assez amusant, je trouve. J'ai recensé dans le livre une série de questions en regardant les sondages d'opinion. Alors évidemment, les sondages d'opinion, ça ne veut pas dire que dans un référendum, il se produirait exactement la même chose. Il y a une campagne, donc les gens peuvent changer d'avis, etc. Bon. Mais enfin, on peut avoir une sorte d'esquisse. Et par exemple, ce qui m'a le plus étonné, c'est un sondage Ipsos de 2021 qui dit que non seulement une majorité de Français sont favorables à la suppression du statut de fonctionnaire, ce qui est quand même assez étonnant, mais qu'une majorité d'électeurs de gauche sont favorables à la suppression du statut de fonctionnaire, et même 47% des électeurs de la France insoumise sont favorables à la suppression du statut de fonctionnaire. C'est quand même extraordinaire, parce qu'évidemment, aucun élu de la France insoumise n'approcherait de cette proposition à moins de 100 mètres. Et en fait, les électeurs sont tout simplement moins idéologisés que leurs représentants, que les professionnels de la politique. Ce qui se comprend, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire non plus d'abord. Aussi parce que les lignes de fracture des partis politiques sont une sorte d'héritage de l'histoire, de contingence, qui font que parfois il y a telle proposition qui a été défendue par telle personne, donc on s'y attache. Mais en fait, après tout, pourquoi ? On ne sait plus très bien. Donc il y a une sorte de géographie politique au niveau du Parlement et des partis qui ne recoupe pas du tout la géographie politique des Français. Donc on a par exemple 75% des Français qui sont pour limiter l'immigration, 65% qui sont pour accélérer la construction de centrales nucléaires, enfin des choses comme ça, où la classe politique, elle, se retrouve totalement divisée à quasi 50-50 parfois, pour ne rien faire et ne pas avancer. Donc en fait, quand on a une assemblée qui est divisée comme elle est aujourd'hui entre partis égales, on n'a qu'une seule ressource, si on veut vraiment réformer sur une série de sujets importants, c'est de s'appuyer sur les majorités qui existent effectivement chez les Français, tout simplement. Oui. Mais je trouve que ce décalage est intéressant à analyser, parce que on pourrait se dire les élus dépendent des parts électorales. Alors déjà, il y a un premier biais qui, forcément, lorsqu'ils sont élus députés, c'est une circonscription. Donc c'est toujours un contexte particulier qu'ils doivent représenter. Si vous êtes un député LREM qui vient de Versailles, vous n'avez pas les mêmes attentes que si vous venez d'ailleurs, de la part de votre public à vous. Mais en plus de ça, il y a aussi forcément des effets de bulle, qui est qu'ils côtoient des médias, ils se côtoient entre eux déjà. J'étais très frappé par la Fondation Jean Jaurès, qui avait travaillé assez intelligemment sur des sondages sur l'immigration auprès de tous les électorats, y compris les partis de gauche. Et sur une question qui n'était pas simplement faut-il accueillir un peu moins d'immigrés, mais y a-t-il trop d'immigrés dans le pays ? On avait déjà 51% de la France insoumise, qui était le parti le plus minoritaire sur la question, et ensuite tous les autres étaient beaucoup plus radicaux. Une majorité d'électeurs écologistes qui seraient pour réduire l'immigration, alors que c'est évidemment pas la position du parti. Et sur ça, pour moi, une façon d'objectiver les tensions du haut par rapport à la pression du bas, donc ces deux jeux de force entre, disons, des pressions idéologiques en haut et une pression électorale en bas, qui jouent évidemment aussi, ça a été la campagne d'Arnaud Montebourg en 2022,
qui avait proposé de faire pression, désormais la proposition c'est peut-être tout à fait banalisée dans l'espace public depuis, il avait une certaine pression, la pression sur les visas algériens pour essayer de faire accepter à l'Algérie le retour des obligations de quitter le territoire français. Et il propose ça, et du jour au lendemain, les jeunes avec Montebourg n'étaient plus avec Montebourg. Oui, je me souviens de ça, effectivement. Et c'est très significatif parce que c'est pas juste qu'il perd des couleurs d'affiche, c'est qu'il arrête sa campagne de 3 semaines après. C'est-à-dire que là, on voit ce jeu. En fait. On parle beaucoup des chambres d'écho sur les réseaux sociaux, des gens qui ne lisent que des choses avec lesquelles ils sont d'accord, etc. Mais on n'a pas idée de la chambre d'écho que c'est d'être actif en politique. C'est vrai. Pour un homme politique. Le niveau de... En fait, je ne sais pas s'ils en sont conscients ou pas, ça dépend lesquels, mais dans tous les cas, en fait, certains ne peuvent pas faire autrement. C'est ça le problème. C'est que, effectivement, même si électoralement vous auriez intérêt à défendre telle ou telle proposition, comme vos militants, les gens les plus proches de vous, eux, sont très hostiles à cette proposition, ils ne vont pas vous laisser le faire, ils ne vont pas vous laisser faire. Et en fait, vous ne pouvez pas vraiment faire sans eux non plus, parce que sinon, vous pouvez faire la campagne, vous avez même plus de collaborateurs. Et vous devenez controversé un peu malgré vous. Et un bon exemple, d'ailleurs, c'était François Ruffin, par exemple, qui avait en gros essayé de défendre justement une ligne un peu plus disons, populaire dans sa circonscription. Où ça marchait d'ailleurs, apparemment ça a marché. Électoralement pour lui. Électoralement, d'un point de vue direct entre l'élu et les électeurs, ça marchait. Mais qu'est-ce qui s'est pris du point de vue, de la part des autres de ses camarades, bien sûr. Notamment à la fête de l'humanité. Voilà, par exemple. Et c'est quand même très difficile, psychologiquement même d'ailleurs, pour un homme politique, d'assumer comme ça, d'avoir cette sorte de dissonance entre ce que disent les électeurs. Et encore, il y a ce que disent les gens qu'on voit sur un marché et qui viennent vous voir quand vous êtes un homme politique. Et ce que pensent tous ceux qui n'ont même pas l'idée d'aller parler à un homme politique et de s'intéresser à ça, mais qui vont quand même parfois voter et qui ne votent pas forcément comme ceux qui, eux, sont très actifs pour aller voir, aller aux meetings, aller aux réunions publiques, etc. Donc il y a le parti, les électeurs actifs et les électeurs plus indifférents, mais qui vont quand même voter. Donc tout ça fait une sorte de millefeuille où c'est pas évident pour un homme politique d'être en fait un pur cynique. En fait, ce serait bien s'ils étaient tous des purs cyniques, c'est-à-dire s'ils voyaient que leur pur intérêt électoral et qu'ils suivaient absolument ce que veut leur électorat, quoi. Mais en fait, ils font pas ça. C'est ça qui est paradoxal. Mais est-ce que c'est là où je suis partagé, c'est que je pense quand même qu'il y a une place pour, alors c'est un peu un gros mot justement en démocratie, pour le paternalisme en politique aussi. C'est-à-dire que même en démocratie, on accorde souvent une part à des choses qui soient vraies en soi et qui ne sont pas majoritaires. Il y a des moments où il y a eu des décisions démocratiques qu'on peut estimer à minima à titre individuel regrettables. L'exemple le plus souvent cité, c'est la question de la peine de mort, où il y a un gros tabou sur la question et beaucoup de gens qui même souvent défendent un principe majoritaire assez radical seraient mal à l'aise avec l'idée de la rétablir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a aucune situation dans laquelle une sorte de paternalisme pourrait être défendable, sachant que, j'ajoute juste ça, le courant philosophiquement le plus opposé au paternalisme peut-être que fut le libéralisme, dans sa question de la neutralité de l'État, etc., est quand même revenu un peu malgré lui à une forme de paternalisme via la question du droit, on en a parlé, mais également via la question, alors c'est qu'une partie des libéraux évidemment, du nudge, ou la théorie du nudge qui consiste à dire que on n'a pas tout à fait le droit de dire aux gens quoi faire, mais on va les nudger, donc en anglais les bousculer légèrement, les pousser dans une direction ou une autre, indirectement. Donc voilà, et quel est votre rapport au paternalisme Et même dès la Révolution, beaucoup de révolutionnaires libéraux pensent qu'il ne faut absolument pas laisser tout le monde décider de leur destin. Rousseau, on les rendra libres, un peu, on les forcera à être libres. Même si Rousseau quand même a l'idée que le seul souverain c'est le peuple et que la volonté générale ne se délègue pas, il n'y a pas de représentant chez Rousseau. Représenter, c'est trahir. Voilà, exactement. Donc Rousseau à la limite, mais bon, avec tous les problèmes d'application pratique qu'il avait identifiés. Et non, mais alors le seul qui vraiment avait assumé d'être un vrai démocrate pendant la Révolution, c'est probablement Condorcet, qui lui, non seulement était pour le suffrage universel, mais aussi proposait qu'à terme, on aille vers un régime où toutes les lois en fait, étaient votées par les citoyens. En tout cas, où les citoyens pouvaient avoir le moyen de faire un veto sur les lois, des choses comme ça. Et c'était assez cohérent de sa part, puisque comme c'était aussi celui qui poussait le plus pour l'instruction publique, il y avait cette idée qu'on allait progresser sur les deux voies en même temps. Plus on éduquerait les citoyens, plus on pourrait faire de démocratie directe. Moi, je vois pas vraiment, toujours, au nom de quoi on dirait c'est la citation avec laquelle on a ouvert. Moi, je suis opposé à la peine de mort, et j'ai aussi confiance d'ailleurs que dans un débat nourri et long en plus sur un référendum sur la peine de mort, par exemple,
si tant est qu'il soit convoqué d'ailleurs. Je ne suis pas sûr du tout qu'on réinstaurerait la peine de mort en France. Je ne suis même pas sûr qu'on ne l'aurait pas abolie de cette manière si on l'avait fait dans les années 80-90. Encore une fois, le débat aurait peut-être donné lieu à d'autres perspectives. Et si on prend toutes les réformes sociétales sur le mariage pour tous, sur je sais pas, la légalisation du cannabis, on peut trouver vraiment dans le monde entier des pays qui, pour certains, l'ont adopté par référendum, pour d'autres l'ont rejeté par référendum, pour d'autres l'ont rejeté par la voie parlementaire, d'autres l'ont adopté par la voie parlementaire. Donc en fait, je trouve que c'est toujours des exemples très casuistiques finalement, où on se dit ah bah là on a mal voté, donc c'est la preuve que le référendum n'est pas une bonne idée, alors qu'en fait il y a d'autres cas où c'est les parlementaires qui ont fait exactement la même chose, et où si on regarde le voisin, en fait lui il l'a adopté par référendum. Donc finalement je ne pense pas que ce soit du tout un obstacle au principe même du référendum, et surtout encore une fois il n'y a pas de légitimité non plus pour dire qu'on n'a pas le droit de voter là-dessus. Et puis être démocrate, c'est accepter aussi qu'il y ait des choses qui dérangent parfois, qu'il y ait des solutions qui ne soient pas toujours les meilleures. Une démocratie fait des erreurs, c'est évident. Athènes fait son expédition de Sicile pendant la guerre du Péloponnèse, c'est un énorme raté. Mais en même temps, les autres régimes aussi font beaucoup d'erreurs. Donc, est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça à la démocratie de ne pas être parfaite tout le temps? Non, je ne pense pas. Et un argument que vous faites qui me paraît très juste, c'est la vertu pédagogique du référendum. Absolument, oui. Dans la mesure où ça éduque à la politique, ça éduque à la chose publique. Ça éduque et ça responsabilise en plus. Absolument. C'est-à-dire que voilà, pour la peine de mort, je pense qu'on aurait eu des débats en fait encore plus matures que, que lorsqu'on l'a passé par la voie parlementaire. Et ça responsabilise, alors pour la peine de mort c'est moins le cas, mais par exemple, prenons l'idée de la réforme des retraites ou des finances publiques. François Bayrou a dit qu'il aimerait bien faire un référendum sur l'état de nos finances publiques, et beaucoup s'en sont moqués en disant on va quand même pas faire voter par référendum la loi de finances. Mais je ne crois pas que c'était à ça qu'il pensait, parce qu'effectivement, la loi de finances c'est un truc très précis, avec un calendrier en plus sur lequel il ne faut pas se louper. Sur ça, vous assumez quand même une part de paternalisme, mais c'est pas du paternalisme, de technocratie, je sais pas comment c'est plus dire. de la technocratie que du paternalisme en fait, parce que c'est plutôt une question d'organisation pratique. Enfin, c'est pas que je pense que le peuple serait pas sage pour faire des décisions financières, c'est juste que la loi de finances on en a besoin à un certain moment chaque année, qu'on peut pas engager les crédits sans, donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un système qui permette de l'adopter rapidement. Bon. C'est vrai, mais après, plus largement, dans votre livre, vous avez quand même des périphrases en passant pour dire uniquement les sujets importants. Alors, c'est autre chose, ouais. Et là, déjà, forcément, on rentre un peu dans la philosophie politique. Quels sont les sujets importants à être soumis à un référendum? Mais je dirais pas que c'est du paternalisme, parce que là, c'est plutôt... C'est pas un très gros mot dans ma bouche, hein, je précise. Non, pour moi, ça l'est. D'accord. Mais ça, c'est très important, mais pour une question de lassitude, en fait, et même de respect du temps des citoyens, finalement. Tout le monde n'a pas non plus que ça à faire, d'aller gouverner. Oui, j'entends. Et donc, c'est important qu'on n'aille pas convoquer les Français pour leur demander s'il faut que tel prospectus soit rose ou bleu, quoi. Enfin, donc, il faut que ce soit évidemment sur les sujets, d'abord sur lesquels ils sentent qu'il y a un intérêt à le faire. Je ne dis pas qu'ils sont concernés, parce que ça va de soi qu'ils sont concernés. D'où un quart des députés qui est une sorte d'écho de ça. Il faut que ce soit suffisamment important pour que ce ne soit pas tout le temps et sur des sujets ridicules. Et donc il faut aussi que ce ne soit pas lassant, et même pour des questions d'organisation pratique. Pour les communes qui tiennent les élections, il ne faut pas que ça coûte trop cher, faut pas que... Bon, il y a plein de questions vraiment d'organisation très très matérielle dans la démocratie qui se posent. Et on disait auparavant sur le paternalisme, non, il n'y a pas de... Oui, sur les sujets importants. Sur les finances publiques, par exemple, je suis absolument certain qu'on aurait non seulement un débat de meilleure qualité, mais qu'aussi, si on montrait vraiment dans un débat sur le fond, sur l'état de nos finances publiques, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution, pour que si on augmente là, on est obligé de baisser ailleurs, etc. Et ça responsabilise les citoyens, parce que là au moins ils peuvent pas dire ah c'est ces salauds de politique qui sont vraiment nuls, je vote pour eux mais j'ai pas le choix. Oui. Alors que là, si c'est eux qui prennent la décision, et ça pourrait se faire par exemple en faisant des réformes de tels dispositifs économiques ou sociaux. Si on ne vote pas sur la loi de finances, on peut en revanche voter sur d'autres dispositifs qui ont des conséquences financières. Là, on aurait un débat intéressant. Sur les retraites, je ne suis pas absolument certain, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, que les Français voteraient systématiquement pour baisser l'âge de la retraite et augmenter le niveau des pensions. Ce n'est pas du tout certain si on fait un véritable débat qui porte sur le fond. Et c'est là où je voulais revenir sur les vertus éducatives du référendum. Il y avait un débat intéressant entre... en tout cas, Christopher Lasch, dans La Révolte des élites, critique quelqu'un que vous citez en passant dans votre ouvrage, Walter Lippmann, en disant qu'il avait une conception du débat et de l'information qui était un peu inversée. Les gens s'informent
quand ils sont en train de débattre. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est intéressant, ils commencent à débattre, et ensuite ils vont chercher de l'information. Ouais. Et Lasch accuse un peu Lippmann de voir les choses à l'envers, d'avoir un peu un esprit, alors il parle beaucoup de journalisme Lippmann, mais un esprit un peu technocrate, qui est de dire, en fait, quand on a les bonnes infos, c'est là où on n'a pas besoin de débattre. Donc c'est un peu une mentalité technocrate, parce que tant que j'ai le bon rapport, je vais pouvoir trancher et j'ai pas besoin de poser la question aux gens, pas besoin de faire un référendum, de poser la question au peuple. Et là, je disais que c'est précisément voilà, le fait d'avoir envie de s'engager sur un débat qui font que les gens se ruent sur des articles, se ruent sur des informations, font leurs recherches parce qu'ils veulent savoir quelle est la vérité sur un sujet important. Et de poser les référendums, 2005 en est un bon exemple, ça crée une ruée vers l'information. Et donc là, je t'explique ça de la façon suivante en disant... le grand paradoxe de l'âge de l'information, donc il est écrit en 94, mais ce serait encore plus vrai aujourd'hui, c'est l'âge dans lequel les Américains, il parle des Américains, sont les moins informés. Et il dit que c'est précisément parce qu'on les a traités comme des gens qui n'avaient pas besoin d'être informés, parce que des technocrates allaient trancher pour eux. Bien sûr. Oui, on traite les citoyens comme des mineurs, en fait. Et c'est ça. On se dit qu'on peut gouverner sans eux, et donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être bien informés. Et c'est clair que le référendum, ça oblige à informer. C'est certain. Et aussi... Pour deux raisons en fait. Un, parce que c'est un sujet qui est focalisé, c'est une proposition de loi, enfin un projet de loi. Donc même si ça peut être un large sujet avec plusieurs mesures à l'intérieur, ça reste assez circonscrit. Contrairement à une élection présidentielle où on parle de tout à la fois, c'est-à-dire en fait de rien en général, ou éventuellement de 2-3 petites mesures un peu anecdotiques que proposent des candidats. Et en plus, ça dissocie des questions de personnes. On ne va pas se demander si Tartampion est sympa ou pas. On ne va pas se demander si machin a acheté ses costumes chez Truc. Et on va parler vraiment du fond. Oui. Après, ça n'empêche pas que... C'est pour ça que ça se combine bien avec l'aspect présidentiel. C'est qu'il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait une forme de cohérence et de direction qu'on donne à l'ensemble de la politique. Mais cette cohérence, de toute façon, ne peut être assumée que si, effectivement, elle a le soutien de la majorité des Français. Donc, en fait, les deux vont ensemble. Il y a quelques sujets, certains sujets de société où après tout on peut très bien dire le référendum ça va être le moyen de trancher parce que c'est le peuple qui est souverain et ça n'a pas beaucoup d'impact sur le reste de la politique suivie. Imaginons, je sais pas, voilà, un programme qui serait centré sur la croissance, libérer la croissance, etc., refaire du nucléaire, vraiment des trucs comme ça. Bon, à la limite, qu'on autorise le cannabis ou pas, par exemple, ça va pas déconstruire tout le reste de la politique. En revanche, bien sûr, une question ou un projet soumis à référendum sur l'énergie, par exemple, là, ce serait central. Et si jamais le référendum aboutissait à un non ou un refus du projet, ça mettrait en cause, là, pour le coup, la politique entière. Mais on pourra en tirer les conséquences. Là, pour le coup, ce sera au président de démissionner, de remettre son mandat en jeu. Et je ne sais pas si vous avez vu la série Au service de la France. Oui. Il y a un passage très humoristique sur le référendum de Gaulle sur l'Algérie. On voit un des personnages principaux être dans l'isoloir et passer la journée entière à essayer de comprendre la question du général, qui est ambiguë sur l'autodétermination en vue et qui barre des aspects de la question et qui réécrit sa propre réponse lui-même. Il y a aussi des référendums tout simplement mal amenés. On peut imaginer par exemple un projet de loi sur le nucléaire dans lequel il y a des clauses qui auraient des effets néfastes, mais qui par ailleurs globalement pro-nucléaire. Parfois il y a quand même des messages ambigus par des référendums mal formulés et qui laissent un peu la démocratie octante et balbutiante, qui ne sait plus trop dans quelle direction aller. Aucun système n'est parfait en soi. Il faut toujours une bonne volonté quand même de la part de ceux qui utilisent le système pour que ça marche. Évidemment, si on instaure une procédure pour faire plus souvent des référendums, mais que la classe politique fait exprès de faire des référendums tout pourris à chaque fois, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et il faut un peu jouer le jeu et espérer que les hommes politiques jouent le jeu. Mais je pense qu'en plus, ils seraient plutôt quand même partisans de jouer le jeu. Aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 5 ou 10 ans, on entend beaucoup d'hommes politiques dire qu'il faudrait faire un référendum sur ceci, sur cela. Alors bref, chaque fois, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui, en principe, c'est pas possible de faire un référendum. Ce qui montre le problème d'ailleurs. Mais vous insistez sur le fait que typiquement, si on faisait un référendum sur l'immigration, il y a assez peu d'aspects, concrètement, qui pourraient être concrétisés. Là, juridiquement, si on reste dans le cadre très restreint de l'article 11 aujourd'hui, oui, c'est vraiment seulement la partie politique-sociale qui pourrait être rattachée justement parce que le mot politique-sociale se trouve dans l'article 11. Mais sinon, c'est assez limité. Mais donc, les hommes politiques en parlent quand même beaucoup. Et même si aucun ne le fait vraiment, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, et notamment par peur pour son propre destin personnel, puis aussi parce qu'il n'y a que le président qui peut le décider aujourd'hui, je pense que si on avait justement une constitution qui favorise un tout petit peu plus le déclenchement du référendum, il le ferait quand même avec un peu de bonne volonté. Et donc, on éviterait les situations où il y a un référendum qui est
explicitement mal fagoté, qui est fait pour qu'on ne comprenne pas la question. Et puis même si le sujet est compliqué, comme ça pourrait l'être sur le nucléaire par exemple, la campagne servirait aussi à l'éclaircir. Le traité sur la Constitution européenne, il n'était pas simple non plus, et ça a été un peu l'objet des deux camps, du oui et du non, et de leurs orateurs dans les débats, de mettre en exergue des articles précis, de relever, et c'est le jeu du débat contradictoire, de pouvoir dire, ah non, là vous dites ça, mais en fait vous ne nous avez pas dit que derrière il y a aussi tel article qui va contredire. Donc, après, il faut faire un peu le pari de la libre expression, justement, et du débat contradictoire. Mais je pense que quelque chose que ceux qui nous écoutent peuvent sous-estimer, c'est les conséquences culturelles en cascade d'un sentiment que la politique ne peut pas. Oui. On a reçu ici Jérôme Fourquet, dans lequel on a évoqué un peu le cas d'école qui se répète aujourd'hui, ou le parallèle, de ce que le sociologue Putnam appelle « the long 60s ». Il prend un peu la décennie 60 qui fait commencer en 60, mais il la poursuit et culturellement, il dit que c'est un moment culturel qui se termine vers 74, 73 aux États-Unis. Et il dit qu'initialement, c'est un désir de révolution extérieure du monde politique aux États-Unis, et que face à un peu une absence de débouchés politiques, ça se mue en révolution intérieure, en psychédélique, en expérience avec les drogues, et on pourrait dire aujourd'hui en développement personnel en quelque sorte. Parce que, à quoi bon on n'arrive pas à changer le monde, autant changer son monde à soi. Et je pense l'histoire se répète un peu, et on connaît un peu ce moment-là aujourd'hui. On pourrait dire que le développement personnel est une graine qui fleurit sur la tombe de la politique, que c'est ce sentiment de ne pas pouvoir maîtriser son monde extérieur qui fait qu'on se recroqueville sur son monde intérieur. Lâche disait que face à un environnement ingérable, utilise le terme anglais unmanageable, on se tourne vers le self-management, la gestion de soi. On peut citer ça, on en parlait de l'usage des drogues, je crois que Fourquet travaille là-dessus en ce moment. Le référendum aurait cette vertu aussi de redonner une espèce d'idée d'avenir commun dans un contexte politique bouché, on l'a dit. Et je pense que c'est peut-être sur ce point-là que je trouve que votre proposition est peut-être la plus salutaire, particulièrement aujourd'hui. On peut espérer. Alors c'est vrai que est-ce que ça suffirait ? C'est ce que vous dites là, me fait me penser qu'on a déjà connu un peu ça avec la génération romantique au XIXe siècle, parce que le grand drame des romantiques, c'est d'être arrivé trop tard après la Révolution et l'Empire. La Révolution, c'est le moment où on a l'impression qu'on peut tout faire, et on peut tout faire, effectivement. De général à 22 ans, ce genre de choses, où tout est ouvert, il y a de l'action politique, comme on n'en a jamais connu, ni avant ni après, probablement. Et l'Empire, où au moins il y a la gloire militaire, et où on voyage, et où on peut faire beaucoup de choses, et il y a une épopée derrière. Et les romantiques arrivent dans les années 20-30 du 19e siècle avec l'impression que vraiment, ils n'ont rien à faire. Tout est bouché. Voilà, que la société est figée, c'est la Restauration, on est revenu sous une monarchie, en plus très catho-intégriste, disons. Donc, les personnages de Stendhal, c'est tout à fait ça. C'est en fait l'impression qu'ils ont manqué le train de la Révolution et de l'Empire. Et donc, on voit la naissance du romantisme qui, précisément, comporte une grande part d'intériorité, de poésie lyrique, une sorte de désespoir. De suicide, de vagues de suicide aussi, qui était très à la mode, au point que les médecins s'inquiétaient des épidémies de suicide chez les jeunes romantiques. Donc il y a un peu ce phénomène-là, qui est dû, en fait, de la même manière, un peu à une impossibilité d'action dans le champ politique notamment. Et alors, est-ce que le référendum suffit à redonner l'impression qu'on agit vraiment, qu'on a un impact sur le monde ? Peut-être, je ne sais pas si je dirais jusqu'à... Un ingrédient culturel, peut-être, voilà, c'est une bougie au bout du tunnel. Donc c'est plutôt, moins que le référendum lui-même, moins que l'acte d'aller voter à un référendum, ce serait possiblement, mais ça c'est aussi aux politiques d'essayer de le mettre en œuvre, la conséquence des mesures adoptées par référendum qui montreraient qu'effectivement on peut quand même faire des choses dans ce monde-là et que la politique n'est pas morte. Parce que le référendum, encore une fois, c'est pas un sondage d'opinion, c'est une procédure d'adoption de la loi. Donc c'était un moyen d'action. Et ça, faut pas l'oublier, c'est en fait un outil de réforme, et c'est d'abord pour ça en fait que je défends dans ce livre. Et donc si on a si peu finalement réalisé de grandes actions politiques récemment, c'est pour plein de raisons que je pense le référendum peut dépasser. C'est un peu l'espoir. Parce qu'encore une fois, culturellement et psychiquement, le sentiment de ne pas avoir la maîtrise de son destin commun, ça n'est pas rien. Absolument. Alors, Raphaël Dehan, y a-t-il un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? Est-ce que je peux me permettre de répondre à l'envers et de dire un ouvrage que j'aurais aimé avoir lu plus tard ? Oui. Allez-y. C'est Madame Bovary, tout bêtement. Je l'ai lu au collège ou au lycée, je ne sais plus, comme plein de gens, en cours de français.
Et j'avais trouvé ça assez ennuyeux et pas très très intéressant. Enfin, l'idée de lire une femme de province qui s'ennuie, je trouvais pas ça très C'est mal amusant. parti sur le Voilà, papier. enfin, le pitch n'était pas, n'était pas extrêmement séduisant. Et je l'ai relu un peu plus tard, je sais pas, vers 22, 23 ans. Et en fait, je m'étais pas rendu compte la première fois, ou pas autant rendu compte, que c'est d'abord satirique et que c'est en fait très cruel envers justement tous les personnages, y compris Madame Bovary elle-même. Il y a aussi une forme de tendresse envers elle, mais qui est associée à beaucoup de cruauté méchante, mais drôle, de la part de Flaubert. Et quand on le lit sous l'angle qu'en fait, tout ça c'est pour se moquer de cette société et de plein de détails, tout en ayant en plus une description qui est parfois très, très frappante et très, très vivante du monde dans lequel elle évolue, ça en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant et séduisant que ce que je pensais à l'origine. Donc, curieusement, il y a des livres qu'il vaut mieux lire un peu plus tard, ou peut-être avec un autre état d'esprit. Certains ont peut-être déjà vu ça en lisant Madame Bovary à 13 ans. Hein. mais donc, c'est probablement le livre où j'ai l'impression de l'avoir lu au mauvais moment, plus que tous les autres. Oui, et vous n'êtes pas le premier à avoir fait une sorte de réponse comme ça, de dire qu'il y a des livres dont on garde une mauvaise impression par un premier contact trop précoce, qui par la suite souvent décourage même d'y retoucher, même 10 ans après, à tort. Bien sûr. C'est comme si on prend une partie moisie d'un gâteau et on se dit tout est à jeter, je n'y retoucherai plus. Quoi. Ouais. Après, il y a des livres aussi qu'on lit une fois et qu'on n'aime pas, on revient 5 ans après dessus, et puis non, La Route des Flandres, j'aime toujours pas. C'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. C'est sûr. Et pourquoi, malgré ces expériences parfois néfastes, est-il important de lire en général, particulièrement pour notre génération ? Moi, je ne valoriserais pas la lecture pour la lecture. Ce qui est important, c'est de lire des choses intéressantes. D'accord. On peut lire des mauvaises choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, par exemple au XIXe siècle, qui reprochaient à la jeunesse de trop lire. Notamment les jeunes femmes pour les romans à l'eau de rose. Parce qu'on lisait des romans de femmes de chambre, mais que ça dépravait la jeunesse et que de toute façon, elles allaient devenir idiotes avec ça. Il fallait arrêter de lire. Les discours qu'on a aujourd'hui sur TikTok, c'est ça qui est exactement, c'est assez drôle. Et je conseille d'ailleurs un compte Twitter qui s'appelle Pessimist Archive, je ne sais pas comment dire en anglais, enfin l'archive pessimiste, qui collationne des brèves ou des morceaux de journaux du 19e ou du début du 20e siècle sur toutes les peurs qu'on avait sur des nouvelles technologies au sens large, comme les romans, sur l'impact que ça allait avoir sur la jeunesse ou sur la société. Donc, bon, voilà, tout ça pour dire que je ne recommande pas la lecture de n'importe quoi. À la limite, il vaut mieux lire autre chose, enfin faire autre chose que de lire un mauvais livre. En revanche, deux choses. Un, de lire des choses éloignées dans le temps, c'est quand même toujours assez bénéfique, parce que ne serait-ce que pour se sortir des codes mentaux qu'on récupère forcément en vivant dans une société donnée, et donc de lire quelque chose déjà du 19e siècle, et si possible encore plus ancien. Le 18e c'est bien parce que c'est encore lisible par rapport à des choses plus anciennes pour nous, et c'est tout de même un monde assez différent. Le 19e, on est déjà un peu dans notre société. L'Ancien Régime, c'est vraiment quelque chose d'exotique pour nous. Donc je conseille de lire du Diderot par exemple, je sais pas, Manon Lescaut, enfin d'autres livres comme ça, parce que c'est une sorte de voyage en terre inconnue qui est en plus assez agréable à lire. Donc ce dépaysement est très très important, je pense, comme hygiène intellectuelle. Mais surtout qu'on a un biais de perception terrible qui est que la quasi-totalité des ouvrages publiés dans l'existence ont été oubliés. Et donc quand on parle des ouvrages du passé, on parle des 0,01% qui ont survécu et donc qui, a priori, toutes choses égales par ailleurs, ont plutôt tendance à être meilleurs. Alors que l'essai du moment, sauf le vôtre qui est très bien, mais l'essai du moment a toujours le risque d'être simplement ça, l'essai du moment qu'on aura oublié après-demain. Mais si ça peut être amusant aussi de lire, parfois, des fois je traîne sur Google Books, qui est un truc formidable. Gallica est bien aussi, mais Gallica est moins facile, l'interface est moins facile à lire. Et de voir des livres totalement oubliés, justement du 18e, 19e siècle. Et des fois c'est très amusant en fait de lire ce qui a été passager, parce que c'est encore plus exotique justement. Quand on lit je sais pas, Le Rouge et le Noir, en fait on le connaît un peu, bon, parce que ça a été tellement lu, relu, commenté, alors que quand on lit un roman totalement oublié de la même époque, c'est plus frais en fait en un certain sens. Donc ça peut valoir le coup parfois, mais par bribes. Et le conseil que je donnerais aussi, c'est de pas lire des choses qui vous ennuient, de s'arrêter. On peut ne pas finir un livre, c'est même bien. S'il y a un livre qui vous plaît pas, arrêtez-le, passez à autre chose. Sinon on finit par se donner une mauvaise habitude d'associer la lecture à une mauvaise expérience, et il faut éviter ça. Il faut faire en sorte que ce soit quand même un plaisir. De punition psychique. Il ne faut pas que la lecture soit une sorte d'obligation en se disant tiens, aujourd'hui je veux lire 10 pages, parce que si on se dit ça, c'est une mauvaise manière d'entrer dans la lecture.
que vous êtes le seul sur une question d'éloge à la lecture à avoir recommandé un compte Twitter. Et j'aime beaucoup. Et je lis beaucoup Twitter, Mais malheureusement. je crois qu'on partage cette on a le addiction. même vice. Voilà. Raphaël Doran, merci infiniment. Merci beaucoup. Il faut lire, et il faut lire notamment, évidemment, Faire de la France une démocratie chez Passé Composé. Par ailleurs, chers auditeurs, vous n'avez pas d'excuses car c'est court. C'est une centaine de pages en petit format. Si vous vous ennuyez, vous allez jusqu'au bout parce que là, vous pour le allez- coup, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, C'est tellement exactement. pas long que vous pouvez y aller. Merci infiniment pour votre disponibilité, c'était passionnant. Merci. Et on verra si dans les prochains mois, vos vœux et vos souhaits politiques seront exaucés. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Merci infiniment. Et pour ceux qui nous écoutent encore, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, comme disent ces affreux youtubeurs. Et n'hésitez pas à diffuser Transmission auprès d'un proche qui a certainement besoin d'une cure d'hygiène intellectuelle de votre part. Merci et très bonne soirée à vous.